Le site internet international. Lacléinternation.org, qui vous propose différents sujets d'information. Et La Clé France, qui est la collectivité laïque équitable, pour la France. Qui, après avoir été particulièrement enthousiaste de pouvoir vous proposer l'audition de la première collection, répartie par chapitre. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Son fascicule de présentation. Son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes. Son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes. Son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes. Son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également l'audition de la seconde collection, aussi répartie par chapitre. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Ces 2 collections sont également en conférence vidéophonique, réparties par chapitre, sur YouTube. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est ainsi organisée? Pour qui elle est organisée de cette façon-là? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Préface. Des multitudes. Un schéma fonctionnel. Philippe, l'auteur de ces ouvrages, n'avait pas pour vocation de rédiger. Parce qu'il ne comprenait pas les raisons des dysfonctionnements de la société humaine, il a voulu en savoir un peu plus. Lorsqu'il est enfin parvenu à admettre quels étaient les modèles de son fonctionnement, philosophique, économique, politique, religieux, social et scientifique, il a pensé qu'il devenait essentiel d'en témoigner. Il croyait que le milieu scientifique permettrait une saine évolution de la société humaine, mais il découvrit des informations complètement contradictoires sur ce sujet. L'organisation scientifique n'a pas de définition exhaustive et elle ne représente pas un modèle social de référence, ni pour l'individu ni pour la collectivité humaine. Pourtant, son modèle de systématisation de la connaissance pourrait nous laisser penser que l'humanité, dans son positionnement parmi les autres espèces vivantes, serait une espèce plus valorisée. Toutefois, sa tâche serait exponentielle et vraisemblablement infinie. Il devenait alors normal de devoir explorer ce domaine scientifique qu'il avait cru au-dessus de tout soupçon, contrairement aux autres activités de la société humaine. Cette étude des sujets scientifiques l'aurait aussi conduit à s'intéresser à d'autres sujets qu'il ne pensait pas devoir explorer, tels que les niveaux de la conscience. Bien que d'un fonctionnement particulièrement diversifié et de cultures très différentes, l'espèce humaine semble se diriger vers une oligarchie dirigeante globalisée, au niveau de toute la planète. Les questions qui se posent alors sont de savoir, comment sera organisée la société humaine, pourquoi le serait-elle ainsi, par qui elle serait dirigée et pour qui elle le serait.
Est-ce que le schéma restera celui du système monétaire actuellement utilisé pour les échanges des biens et des services? Est-ce que celui du modèle économique restera identique, avec les mêmes acteurs religieux et politiques, sous-jacents? Si les bases philosophiques organisationnelles n'évoluent pas, rien ne permettra un changement indispensable. Les oligarchies dirigeantes actuelles participent à une rétention de l'information et même à une désinformation systématique. Cela concerne de nombreuses avancées technologiques, complètement occultées, qui pourraient être utilisées pour le bien-être de l'ensemble de la société humaine. Serait-elle, au contraire, envisagée et orientée à l'encontre de l'humanité, au lieu de lui être favorable? Il y aurait une constance chez l'être humain, c'est celle de sa recherche permanente de la vérité. C'est, bien sûr, un avantage, mais de quelle vérité s'agirait-il? S'agirait-il de celle qu'il voit ou de celle qu'il ne voit pas? Ou bien encore de celle qu'il soupçonne? La recherche de la vérité passe par des observations, des analyses, des hypothèses, des théories, et des expérimentations. Or, ce terme est des plus ambigus. En effet, nous avons tendance à considérer que ce que nous croyons être la vérité, serait aussi la réalité. Considérer que quelque chose est vrai, c'est constater son existence matérielle. Oui, mais quelles sont justement sa forme, son apparence, sa consistance? Sa forme apparente est-elle vérité ou réalité? Affirmer que quelque chose est vrai ne veut pas dire qu'il s'agit de sa réalité mais seulement et plus exactement de son apparence. Or cette apparence ne correspond pas à la composition réelle de l'objet désigné. Il ne s'agit que d'une vision offerte par nos sens. Lorsque nous observons le même objet dans sa composition atomique, sa réalité n'a plus rien à voir avec sa vérité apparente. La vérité se définirait plutôt par la cohérence de la pensée avec elle-même. La conformité du rapport de la vérité à la réalité ne peut être évaluée immédiatement. La conception dogmatique de notre société humaine envers la vérité n'est pas étrangère à cette confusion entre vérité et réalité. La réalité n'est pas ce qui est vu mais ce qui est enregistré et ensuite divulgué. C'est cette interprétation qui crée la confusion, d'abord. La vérité ne serait plus qu'une conformité à ce qui est dit. Seule la correspondance exacte de quelque chose, dans tous ses attributs, peut légitimement correspondre à la réalité. Cela revient à dire que des principes rationnels de connaissance ne seraient que des habitudes liées aux répétitions similaires des constats aléatoires. Notre esprit aurait ses propres conceptions de ce qui nous entoure en les considérant comme réels puisqu'il les voit toujours ainsi. Le milieu environnemental de l'humain évolue. L'humanité, elle-même, évolue. Leurs modèles réciproques ne permettent pas d'établir des repères sur lesquels s'appuyer pour orienter des recherches. Comment comprendre les modèles d'organisation de la société humaine, lorsqu'on ne sait pas comment est organisé son environnement? Toute la complexité de l'existence individuelle de chacun, mais aussi celle du collectif, pourrait résulter d'une méconnaissance et d'une ignorance. Les vérités pourraient n'être que des illusions qui cacheraient la réalité des choses ou des événements. Les vérités seraient à classer dans le langage et la connaissance qui leur sont octroyés, pendant que la réalité concernerait la structure des choses ou des événements qui nous sont cachés a priori. La difficulté, dans l'interprétation de la vérité, c'est que la réalité nous reste cachée. La réalité n'est pas directement représentée. La confusion entre vérité et réalité vient exclusivement de cette difficulté dans l'analyse des apparences. La vérité n'est qu'une représentation d'une réalité, qui elle, serait tout autre chose. Un certain nombre de schémas peuvent être déterminés. Chacun de ces schémas doit pouvoir établir une vérité. Or, notre univers se présente comme un puzzle. Chacune des lois déterminées est une des pièces de ce puzzle. Mais il suffit que les pièces adjacentes soient manquantes pour que les lois établies ne coïncident pas. Il nous est alors particulièrement difficile d'en reconstituer une réalité. La négation totale, par exemple, des possibilités de contact avec des entités venues d'autres espaces du cosmos apparaît comme une volonté d'empêcher le genre humain d'évoluer vers d'autres formes de savoirs et de connaissances.
Le silence pesant des responsables du recueil des informations, concernant des témoignages, qui sont la plupart du temps récupérés par des militaires, ne permettra pas à notre humanité d'aller vers une meilleure progression intellectuelle. Il apparaîtrait vraisemblable de devoir connaître d'abord, quelles sont les raisons de notre présence sur cette planète, dans cet univers. Y aurait-il un rôle, une mission individuelle, une mission collective ? L'avenir de l'humain dépendrait-il des raisons qui le contraignent à cette présence ? Quel est le rapport de l'espèce humaine avec les autres espèces animales, végétales et peut-être aussi minérales de notre planète ? Quel peut être le rapport avec d'autres espèces, situées ailleurs dans notre galaxie ? Quel est le rapport entre l'espèce humaine terrestre et d'autres espèces dispersées dans l'univers ? Quel pourrait être le rapport entre la vie des espèces terrestres et la vie d'autres espèces extraterrestres ? Y aurait-il des vérités qui seraient totalement cachées à ces investigations ? Mais pourquoi vouloir pratiquer de l'investigation ? Contrairement à la recherche conventionnelle où l'information recueillie est aussitôt transmise, celle issue de l'investigation ne peut être dévoilée que lorsqu'elle apparaît cohérente et complète, après de nombreuses recherches. La recherche sur un sujet est continue même après une diffusion. Comme pour tout projet, il convient de déterminer des objectifs, d'établir un plan d'action et des stratégies. Un surplus d'investigation est la règle essentielle avec la recherche d'une documentation maximale, permettant de confirmer ou d'infirmer des faits, à partir des sources. Aucune information ne doit être dévoilée sans un contrôle permanent, par une succession de recoupements permettant de la légitimer. Il convient d'abord d'être convaincu que de fausses informations peuvent être apportées et que la vigilance doit être totale pour ce qui concerne les sources. Les informations officielles ne sont pas, généralement, les informations réelles. Les informations réelles sont souvent tues par les autorités et les institutions ou tronquées, ou même camouflées, dès lors qu'elles dérangent. Elles sont souvent utilisées en éléments de désinformation. Les autorités craignent, la plupart du temps, une possibilité d'atteinte à leurs intérêts et à leurs prérogatives ou ce qu'ils représentent, par une divulgation des faits exacts. Les sources d'information de l'investigation doivent provenir essentiellement de documentations indépendantes permettant une analyse par comparaison avec aussi, le cas échéant, une référence à des versions officielles. L'investigation permet de recueillir un volume de renseignements conséquent. Toutefois, les sources doivent rester secrètes. Elles sont un gage de sécurité. La structure des faits évoqués est primordiale en raison de son éventuel impact. La crédibilité pour ce modèle d'information est cruciale. Tout sujet traité est d'abord utilisé comme hypothèse de travail, à partir de documentation vérifiée, et à partir de toutes les sources possibles et disponibles. Une organisation des données, leurs contrôles et leurs analyses permettent d'établir un ordre narratif sur un sujet traité pouvant alors être publié et défendu. L'investigation a pour principe d'exposer des situations toujours exactes et authentifiées afin de pouvoir, éventuellement, dénoncer des faits. Il faut aussi pouvoir donner les indices qui peuvent permettre de réformer, et bien évidemment, en autorisant de promouvoir une meilleure solution. L'engagement de l'investigation doit être total. Cet engagement se doit donc d'être rigoureux et juste. Il nous apparaît peu vraisemblable qu'un roman puisse prétendre en donner la clé. Cependant, toute investigation peut s'avérer utile et quelquefois indispensable. Un roman présente le gros avantage de pouvoir exposer des supposées vérités, sans risque. Il convient cependant de savoir que la vérité n'est jamais bonne à dire. Qu'il est surtout interdit de l'écrire. Il est pourtant prépondérant d'être toujours en mesure de chercher à la connaître. Une vérité romancée permet de pouvoir communiquer, sans tomber obligatoirement dans la fiction. Simplement, il suffit de savoir décrypter, pour connaître et comprendre. Ce roman se présente, lui aussi, sous la forme d'un puzzle. Les pièces qui le composent y sont volontairement dispersées. Des pièces adjacentes sont bien évidemment manquantes. Lorsque vous entamerez la lecture de ce roman, vous serez confronté, pour le moins, à de la perplexité, si ce n'est à un dilemme.
Dès les premiers sujets abordés, vous n'aurez pas d'autre choix que de considérer, soit que tout est faux, puisqu'il s'agit d'un roman, soit que tout pourrait être vrai, justement, parce qu'il s'agit d'un roman. Un roman étant le seul moyen permettant de masquer des vérités dérangeantes. Si, dès l'écoute ou la lecture des premiers paragraphes, vous avez un doute sur l'authenticité des faits, n'en continuez pas cette écoute ou cette lecture. Cela voudra dire que cet ouvrage n'est pas en mesure de vous concerner. Si, au contraire, vous faites le choix de continuer à écouter ou lire cet ouvrage, il vous faudra alors convenir d'un impératif indiscutable, celui que des erreurs s'y seront probablement insérées. L'organisation de l'ouvrage s'articule à partir de la méthode ORD. Une première approche de chaque sujet traité a consisté à scruter, à écouter, à observer, et aussi à recouper les informations, avec le plus d'attention et de précision possible. Le second contact a consisté à analyser les éléments d'observation qui ont été recueillis, à les structurer et à réfléchir sur leurs impacts. Enfin, il est devenu prépondérant de définir un modèle de réalisation, permettant de décider d'une éventuelle action qu'il conviendrait, le cas échéant, de devoir mettre en œuvre. L'ORD, observer, réfléchir et décider, sont donc les trois éléments qui devraient permettre, à chacun, d'évaluer les incidences des actes individuels et collectifs, provoqués ou subis. Une redondance est apparue indispensable dans le traitement de certains sujets, difficilement compréhensibles par une seule approche. D'autres sujets ont été volontairement morcelés, à cause de leur rigueur d'accès. Tout au long de cette étude structurelle, les sujets portant sur une vision philosophique, sociale, économique et religieuse y seront tour à tour abordés. Certains des sujets ainsi évoqués risqueront de choquer vos préjugés. Le traitement des sujets n'a évidemment rien d'exhaustif, il correspond à une volonté de montrer ce qui est, a priori, dérangeant. C'est volontairement qu'aucune logique dans le traitement des sujets abordés n'ait été agencée. Il est apparu indispensable et honnête de ne pas respecter une quelconque cohérence de construction. Chacun doit être en mesure d'établir son opinion, sans l'ajout d'une influence extérieure. C'est au contraire, à partir de cette prospective que doit se réaliser, pour chacun, un niveau de recherche complémentaire et souhaitable pour comprendre, réfléchir et peut-être décider. Nul n'est en mesure de détenir la vérité. Chacun d'entre nous ne détient que sa vérité. Nul n'a donc le droit d'imposer sa vérité aux autres. Chacun doit pouvoir définir sa stratégie, en fonction de son niveau de connaissance, de son niveau d'analyse et de son niveau de synthétisation. Aucune personne ni organisation n'a le droit de décider pour les autres. La délégation des responsabilités, prônée par nos gouvernants, n'est qu'une stratégie mise en œuvre pour une prise des pouvoirs, sans partage. La société humaine s'organise à partir de quelques modèles. Il est possible de prendre un schéma géométrique pyramidal pour expliquer l'un de ces modèles. Trois éléments peuvent s'y distinguer. Une oligarchie dirigeante qui se trouve au sommet. Une classe moyenne qui sert à structurer la société. Une classe tertiaire qui vit dans la précarité au quotidien. La répartition numérique de chacun de ces trois secteurs socio-économiques est sans importance. La structure de chacun de ces trois éléments est, par contre, très précise. L'élite, au sommet, s'octroie tous les pouvoirs, décisionnels, économiques et structurels, sans aucun partage possible. Les privilégiés de la classe médiante cherchent constamment à progresser vers l'élite. Ils sont, du reste, façonnés par l'élite qui les laisse croire à une possibilité d'évolution sociale et économique. La troisième partie de la société, fixée à la base de notre exemple géométrique, est la plus nombreuse, mais aussi la plus vulnérable. Elle n'a aucun espoir de progression. C'est très rarement que certains de ses membres parviennent à accéder à un échelon supérieur. Aucune opportunité ne leur est généralement accordée. Ce n'est qu'au prix d'efforts considérables, soutenus tout au long d'une vie, et à condition qu'aucune difficulté majeure ne vienne entraver leur progression, qu'un résultat leur est admis. Majoritairement, c'est une vie médiocre, sans perspective, qui leur est réservée. Chacune de ces trois catégories d'humains comporte, évidemment, différents niveaux de hiérarchie.
L'oligarchie dirigeante est composée des grands dirigeants des entreprises multinationales, des hauts dirigeants des grandes banques internationales, des principaux monarques du globe et des hauts dignitaires internationaux. La classe moyenne est constituée de 3 niveaux. Le premier niveau est représenté par les cadres supérieurs des entreprises privées et publiques et des notables. Le second niveau regroupe les professions libérales. Le troisième groupe correspond aux cadres du privé et du public et les commerçants. La base est composée par la multitude d'anonymes représentant les différentes strates de cette partie de la société humaine qui ne possède aucun pouvoir décisionnel et ne peut que subir les extravagances de leur oligarchie dirigeante. Ce sont les ouvriers de l'industrie, les salariés de l'agriculture et ceux des services. Les dirigeants des toutes petites structures, que sont les paysans, les commerçants et les artisans, n'ayant que quelques employés. L'écriture en général et d'un roman en particulier est un moyen, parmi bien d'autres, d'analyser et de transmettre de l'information. Pourtant, cet ouvrage n'a pas pour objet d'imposer un point de vue. Son aspect, un peu déroutant, permet de respecter les valeurs de chacun, sans aucune volonté de convaincre. Chacun doit pouvoir analyser les sujets abordés sans a priori. Il doit même avoir le droit à ne pas chercher à savoir si cette écoute ou cette lecture ne lui apparaît pas conforme avec ses propres convictions. Cet ouvrage a pour seule ambition de permettre à chacun de comprendre comment fonctionne notre société humaine et par qui elle est ainsi organisée, mais surtout pour qui elle est organisée de la sorte. Comment, pourquoi, par qui, pour qui? Les réponses se trouvent dans « Humanoïde ». Toutefois, il vous faudra convenir par avance que la devise d'un roman consiste à ce que toute ressemblance, avec des lieux ou des personnes, ne serait et ne sera que pure coïncidence. À bon entendeur, salut, et bonne écoute ou bonne lecture. Préambule. Des organisations sociales humaines. Un modèle philosophique. Il englobe tous les domaines de la pensée spéculative et conceptuelle. Il établit des disciplines autonomes dans les différents domaines de la connaissance. Il pourrait être considéré à l'origine de tous les modèles organisationnels de la société humaine. Un modèle politique. Il est l'organisation du pouvoir des États, par l'établissement de la souveraineté des pays et de leurs territoires. Il détermine et justifie l'idéologie et les concepts d'une nation. Les fondements et les prises de décision sont déterminés par l'influence et le pouvoir de chaque doctrine préétablie. Le modèle politique se détermine par la mise en place de régimes aussi divers qu'influents. Ils sont désignés sous le nom de démocratie, totalitarisme, nationalisme, capitalisme, socialisme, communisme, etc. Il met en œuvre les règles de droit administrant l'ensemble de la population de chaque pays. Il est le gouvernement des communautés de population. Il établit les valeurs morales publiques. Un modèle religieux. Il serait apparu dès la préhistoire et aurait établi les bases d'une vie sociale entre les groupes d'individus pour créer des communautés avec leurs rites, leurs coutumes, leurs codes, leurs mythes et leurs dogmes. Elles étaient souvent polythéistes à l'origine. Les plus répandues, actuellement, sont monothéistes et, de ce fait, plus influentes. De nombreuses communautés religieuses se sont organisées dans le temps, des plus insignifiantes aux plus importantes. Certaines de ces communautés sont devenues institutionnelles. Elles influencent la société humaine et parfois elles l'organisent. Les 4 principales religions contemporaines regroupant le plus d'adeptes sont le christianisme, 1,7 milliard, l'islam, 1 milliard, le bouddhisme, 350 millions, le judaïsme, 15 millions. Toutefois, elles correspondent à différentes tendances et influences dont le nombre d'adeptes n'est pas en rapport. Il s'agit, en réalité, d'un système de croyances et de pratiques, fondé sur la relation à un être suprême en se référant souvent à un lien entre un monde naturel et un monde spirituel. Un modèle économique. Paradoxalement, le modèle économique repose sur des valeurs subjectives. Les standards peuvent être indépendants tout en étant tributaires des variables conjoncturelles, sociales, techniques, géographiques et météorologiques. Aussi leurs prévisions sont-elles sujettes aux différentes variables auxquelles elles sont associées et de leurs interdépendances.
D'où l'extrême complexité de ces standards et de la propagation des erreurs. Ceci explique que les prévisions macroéconomiques soient aussi aléatoires, à court, moyen ou long terme, malgré l'efficacité des prévisions statistiques analytiques. Le dynamisme économique est tributaire des ressources, des coûts d'exploitation et de la compétition, mais surtout du principe monopolistique. Un modèle incohérent, la science. La science ne retient pour vrai que ce qu'elle peut modéliser et vérifier. Elle est un ensemble de lois, confirmées ou infirmées par des expériences, permettant d'identifier les critères essentiels, dont les termes apparaissent ambigus. Elle n'a pas de définition exhaustive. Elle n'est pas un modèle social de référence. Elle n'a pas d'autonomie. Sa fonction est tributaire des choix des autorités ou des groupes d'intérêt qui l'utilisent. Pourtant, son modèle, de systématisation de la connaissance et de l'organisation, est plus ancien que celui des autres modèles. Il serait là, dès l'origine de l'humanité et de son positionnement parmi les autres espèces vivantes. Il établit continuellement des théories qu'il s'ingénie ensuite à relier entre elles, afin de trouver une explication rationnelle entre l'origine humaine et sa relation avec l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit et inversement. Toutefois, sa tâche est exponentielle et vraisemblablement, également infinie. Seule, une interdépendance des interdisciplinarités peut devenir admissible. Cependant, sa recherche fondamentale apparaît plus crédible que les croyances dogmatiques, admises indiscutablement, jusque-là. Il conviendrait d'établir un pouvoir de la connaissance, malgré les valeurs aléatoires des prédictions de ces théories, non confirmables à un instant, pourvu qu'elles ne soient pas des spéculations. Ainsi, le modèle cosmologique décrivant le moment de la naissance de l'univers, par une explosion initiale et ensuite de son évolution expansionniste apparaît le plus en accord avec les observations de sa structure actuelle. Il en va de même pour l'évolution des espèces. L'organisation du monde vivant, sur notre planète, s'établirait sur une continuité dans l'organisation la plus simple jusqu'à la plus complexe, dans une sélection naturelle par les mécanismes de l'environnement et des facultés d'adaptation, avec tous les bouleversements métaboliques appropriés. Il est, néanmoins, une prévision à prendre en considération, c'est celle, très prochaine à l'échelle universelle, de l'extinction de l'espèce humaine, mais pas seulement qu'elle. Un modèle illogique, l'éducation. Dans ses principes fondamentaux, le système éducatif français précise qu'il est obligatoire. Il est laïque et gratuit. Les personnels chargés de l'enseignement ainsi que les élèves sont soumis à une neutralité d'opinion, avec toutefois une liberté d'enseignement reconnue aux établissements privés. Dans le préambule de la Constitution française de 1958, il est précisé que « la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». Une loi de 2013 lui fixe comme mission première à tous les niveaux de scolarité de transmettre les valeurs de la République, de redéfinir les programmes, de développer le numérique éducatif et de reconstruire la formation des enseignants. Elle fait de l'école primaire une priorité pour améliorer les fondamentaux et prévenir la difficulté scolaire. La lutte contre le décrochage, l'éducation prioritaire, l'amélioration des rythmes scolaires sont aussi des objectifs affirmés au service de la réduction des inégalités. Enfin, est soulignée l'importance de rapprocher l'éducation et l'économie pour favoriser l'emploi des jeunes. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Il est également accessible en livre broché, au format livre de poche chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de cet ouvrage est en conférence vidéophonique sur YouTube et répartie par chapitre. Le